Il n'a pas fui, il n'a pas négocié, il a resserré l'étau. Quand Ibrahim Traoré comprend qu'il est devenu l'homme le plus traqué d'Afrique, il ne cherche pas à apaiser, il restructure, il verrouille, il transforme l'État comme on transforme un champ de bataille avant l'assaut final. Plus de 15 tentatives d'assassinat en 2 ans, des complots de coups d'État à répétition, des ennemis à l'extérieur, des traîtres à l'intérieur. Ce niveau de menace n'est pas le fruit du chaos africain. C'est la conséquence directe d'un choix. Traoré a refusé de servir, refusé d'obéir, refusé d'être un pion dans un jeu écrit ailleurs, pas qu'à Washington, à Paris. Il n'est pas vu comme un dirigeant imprévisible, mais comme un précédent dangereux. À Ouagadougou, certaines élites ne voient pas un président, mais une rupture qui menace leurs privilèges. Même en Afrique, il dérange un ordre ancien qui reposait sur la dépendance et la docilité. Ce n'est pas sa fonction qui le met en danger, c'est ce qu'il incarne. Un symbole finit toujours par devenir une cible. Face à cette guerre silencieuse, Traoré ne réagit pas dans l'urgence, il agit dans la durée. Ce qui se met en place n'est pas une mesure de sécurité, mais une doctrine, une réponse systémique à une attaque coordonnée. Chaque tentative déjouée confirme une chose, le danger n'est pas accidentel, il est structuré, il est patient, il est politique. Alors Traoré fait un calcul simple. 2, si l'État reste poreux, il tombera. Si la loyauté reste secondaire, il sera trahi. Si la sécurité reste symbolique, il sera éliminé. Ce moment marque un basculement. À partir de là, reculer n'est plus une option. Composer n'est plus un choix. Quand un dirigeant devient la ligne de front, la survie cesse d'être personnelle. Elle devient nationale et c'est précisément là que tout commence vraiment. La riposte ne commence pas par des discours, elle commence par des listes, des noms, des postes, des loyautés à vérifier. Traoré comprend une chose que beaucoup apprennent trop tard. De Thio, dans un pays habitué aux coups d'État, le danger ne vient pas d'en face, il vient de l'intérieur, des cercles proches, des uniformes familiers, des mains qui salutent le matin et trahissent la nuit. La nouvelle stratégie de sécurité n'est pas annoncée publiquement, elle s'installe silencieusement, méthodiquement, comme une purge qui ne dit pas son nom, la garde présidentielle, autrefois vitrine du pouvoir, est entièrement déconstruite. Les équipes sont dissoutes, les hiérarchies cassées, la loyauté devient plus importante que l'ancienneté. Ce n'est pas une réaction émotionnelle et c'est une conclusion. Les précédentes tentatives de coups ont laissé des traces. Certaines ont révélé des fuites internes, d'autres ont exposé des complicités actives, des agents achetés, des informations transmises, des décisions sabotées depuis l'intérieur même de l'appareil d'État. Traoré en tire une règle simple, tout ce qui peut être infiltré doit être reconstruit. Les nouveaux recrutements ne se contentent plus de vérifier des antécédents militaires. Les enquêtes s'étendent aux familles, aux affiliations politiques, aux liens étrangers. Chaque détail devient un signal potentiel. Rien n'est neutre, rien n'est ignoré. Ceux qui restent ne sont pas seulement entraînés. Ils sont alignés. Dans une région où les coups d'État se jouent souvent en quelques heures, cette transformation est existentielle. Elle redéfinit la notion même de pouvoir, de non plus une position, mais un système de contrôle. Mais une faille subsiste, la communication. L'affaire Barry Abdren révèle l'ampleur du problème. Des informations sensibles circulent sans être détectées. Le danger n'est plus visible, il est numérique, invisible, instantané. La réponse est radicale. Un nouveau réseau de communication chiffré est déployé à l'échelle nationale. Chaque donnée est traçable. Chaque fuite potentielle devient détectable en temps réel. Cette fois, il n'y aura pas d'avertissement, pas de seconde chance. Ce que Traoré construit n'est pas une forteresse autour de lui, c'est une cage autour de la trahison. Et quand la trahison n'a plus d'espace pour respirer, le rapport de force commence à changer. Renforcer la sécurité ne suffit pas quand la menace s'est
attendre. Traoré le sait, un État peut être verrouillé par le haut et pourtant s'effondrer par le milieu. C'est pour cela que le dispositif s'élargit. Il descend, il se diffuse, il change de nature. L'office de contre-espionnage interne, longtemps marginalisé, est relancé avec une mission élargie. Officiellement, il s'agit de prévenir l'ingérence étrangère. En réalité, il devient l'instrument central d'un tri silencieux au sein de l'appareil d'État, gouverneurs régionaux, commandants militaires, responsables des forces de l'ordre. Personne n'est automatiquement digne de confiance, tout le monde est vérifiable. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une anticipation. Traoré a appris d'une histoire que le Burkina Faso n'a jamais digérée, de Thomas Sankara n'est pas tombé sous le feu d'un ennemi lointain, mais par la main d'un allié. Cette mémoire n'est pas un slogan, c'est une ligne de conduite. À partir de ce moment, la loyauté n'est plus déclarative, elle devient mesurable. Les profils jugés ambigus ne sont pas publiquement accusés, ils sont déplacés, isolés, écartés des centres de décision. Le système ne confronte pas, il absorbe et neutralise, mais même ce maillage institutionnel a ses limites. Un pouvoir qui ne s'appuie que sur des structures finit par se couper du pays réel. Bien, c'est là que Traoré opère son mouvement le plus risqué. Il mise sur la population, les volontaires pour la défense de la patrie, initialement conçus pour protéger les zones rurales contre les groupes armés, changent de fonction, ils deviennent une force hybride de défense locale et réseau d'alerte. Dispersés sur le territoire, ils observent, ils signalent, ils connectent le terrain au centre. Ce n'est pas une milice improvisée, c'est une extension du renseignement par la société. Chaque village devient un capteur, c'est-à-dire chaque communauté un point de vigilance. Quand la sécurité cesse d'être exclusivement militaire, elle devient politique au sens le plus profond de dire elle engage la population dans la survie du projet national. À ce stade, le pouvoir n'est plus seulement protégé, il est entouré. Mais cette architecture a un prix. Quand les citoyens deviennent les yeux de l'État, la frontière entre protection et surveillance commence à s'effacer et une question s'impose, sans encore être formulée à voix haute. Jusqu'où peut-on aller pour empêcher la chute, sans transformer ce que l'on prétend sauver? Troisième. C'est à ce moment précis que la sécurité change d'échelle, elle cesse d'être visible, elle devient systémique. Le programme national d'identification biométrique est présenté comme une modernisation administrative. Des cartes, des bases de données, de l'efficacité. En surface, rien d'exceptionnel. En profondeur, un levier stratégique. Chaque identité enregistrée devient traçable. Chaque anomalie devient détectable, chaque individu signalé cesse d'être abstrait. Et officiellement, il s'agit de mieux gouverner. Officieusement, il s'agit de mieux prévenir. Traoré n'ignore pas les risques, il les accepte parce que dans son calcul, l'alternative est plus coûteuse encore. Un État aveugle face à des ennemis organisés. Après l'échec du coup d'État du 16 avril 2025, le dispositif se resserre, les suspects ne disparaissent pas, ils sont observés en continu, déplacement, communication, interaction numérique, rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas la brutalité qui définit cette phase, non, c'est la précision. Le pays entre dans une ère de vigilance totale, non pas spectaculaire, mais permanente. Une sécurité qui ne frappe pas fort, mais qui frappe juste. À l'extérieur, le récit change immédiatement. Les critiques parlent d'autoritarisme, de dérive sécuritaire, d'état de surveillance. Mais ces accusations omettent un détail central. 2. Le Burkina Faso ne traverse pas une séquence politique ordinaire. Il traverse une confrontation existentielle. Traoré ne parle pas de démocratie différée par cynisme, il parle de survie préalable, et dans sa vision,
Aucune nation ne s'est construite dans la fragilité permanente. Toutes ont traversé une phase de discipline imposée avant de stabiliser leurs institutions. Ce raisonnement dérange Payne car il renverse la chronologie admise. Ici, la sécurité ne protège pas le pouvoir pour gouverner, bien, elle protège la possibilité même d'un avenir souverain. Mais cette logique crée une fracture à l'intérieur. Certains acceptent la contrainte au nom de la révolution. À l'extérieur, on y voit une menace à l'ordre établi. Une chose est certaine, une fois que la vigilance devient la norme. Le retour en arrière n'est jamais automatique. Quand un pays s'habitue à voir pour survivre, fermer les yeux redevient un luxe dangereux. Et la question n'est plus de savoir si ce système est excessif, mais s'il pourra un jour être desserré sans tout faire basculer. C'est ici que le conflit quitte le terrain physique pour entrer dans un espace plus instable. Encore, le champ médiatique. Les balles ont échoué, les complots ont échoué, alors une autre arme s'impose, cite le récit. Traoré n'est plus seulement attaqué pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est censé représenter. Chaque réforme est relue comme une preuve, chaque silence interprété comme une faute. Chaque mesure de sécurité devient, dans certains médias occidentaux, un signe de dérive. Ce n'est pas une accumulation spontanée de critiques. C'est une séquence. Un leader africain qui survit à plus de 15 tentatives d'élimination devrait susciter une question simple. 2. Pourquoi une telle obsession ? 3S. Mais cette question est évacuée. À sa place, on installe un autre cadre. Autoritarisme, paranoïa. Dérive personnelle. L'exemple le plus révélateur vient d'une accusation relayée par le commandement d'Africom. Bézékela Traoré utiliserait les réserves d'or du Burkina Faso pour financer sa propre protection. La formule est efficace. Elle choque, elle circule vite, mais elle détourne l'attention, car ce qui est présenté comme une faute personnelle correspond, dans les faits, à une réorientation stratégique des ressources nationales vers la sécurité, l'industrie locale et la défense. Même si une partie de cet or sert à protéger l'État et son chef, la question devient alors politique. 2. Un dirigeant assiégé n'a-t-il pas le droit de défendre la souveraineté qu'il incarne ? 3. Ce débat n'a jamais lieu, parce qu'il n'est pas recherché. D'autres récits suivent. Accusations d'enrichissement, allusion à des comptes cachés, soupçons de corruption, des schémas familiers. Pourtant, ceux qui observent de près notent l'absence de signes habituels. 2. Pas de luxe ostentatoire, pas de vie hors sol, pas de distance avec la population. Le contraste avec des décennies de prédation en Afrique est frappant. C'est précisément ce contraste qui dérange. Puis vient l'attaque la plus sensible. 2. L'accusation de ciblage ethnique contre les Fani. Un récit dangereux, car il touche à l'identité, à la mémoire collective, aux fractures profondes. À l'étranger, notamment dans la diaspora, la narration prend, des manifestations apparaissent, la pression augmente, mais à l'intérieur du Burkina Faso, le récit ne trouve pas d'ancrage. Les journalistes locaux, ceux qui vivent sur place, ne confirment pas. Les faits ne suivent pas la gravité des accusations. Encore une fois, l'origine du narratif est extérieure. Encore une fois, il sert un objectif précis. 2. Isoler le pouvoir en le coupant de sa légitimité morale. Ce que ces attaques révèlent, ce n'est pas la nature de Traoré, c'est la peur qu'il suscite. Un dirigeant qui ne joue pas le jeu attendu devient incontrôlable. Un État qui cherche l'autonomie devient un problème systémique. Alors le récit s'ajuste, il ne cherche plus à comprendre, il cherche à neutraliser. La bataille n'est plus de savoir si le Burkina Faso est en danger. La bataille est de décider qui a le droit de définir ce danger. Et dans ce combat-là, le silence devient une prise de position, l'acceptation du récit dominant devient une normalisation, car quand une version s'impose sans contradiction, elle cesse d'être une opinion, elle devient une vérité opérationnelle. À force de répétition, le récit finit par produire ses effets. Il ne renverse pas un pouvoir directement. Il prépare le terrain. Quand un dirigeant est constamment présenté comme illégitime, chaque action future devient suspecte par avance.
Chaque échec est amplifié, chaque réussite est minimisée. Le cadre est posé pour une conclusion déjà écrite. C'est précisément ce que Traoré affronte maintenant à l'intérieur du pays. La pression ne disparaît pas, elle se transforme. Les tentatives de coup d'État échouées laissent glaner derrière elles des réseaux résiduels, des loyautés dormantes. Et des acteurs qui attendent le bon moment, encouragés par l'idée que le pouvoir est isolé à l'international. Les services de renseignement le savent, les derniers complots n'étaient pas improvisés, ils étaient liés, coordonnés. Certains indices pointent vers des regroupements à l'extérieur du pays, notamment en Côte d'Ivoire, sous une protection discrète mais stratégique. Rien n'est prouvé publiquement, tout est suffisamment cohérent pour inquiéter. Ce qui se dessine n'est plus une série d'attaques ponctuelles, mais une campagne prolongée, une guerre asymétrique où la frontière entre opposition politique, déstabilisation régionale et ingérence étrangère devient volontairement floue. Dans ce contexte où la doctrine sécuritaire prend tout son sens, elle n'est plus défensive, elle devient préventive. Traoré ne cherche plus seulement à survivre, il cherche à rendre le renversement trop coûteux, trop complexe, trop incertain, mais cette stratégie a un effet secondaire inévitable. Elle durcit le système, elle réduit les zones grises et elle force chaque acteur à se positionner avec lui, contre lui ou en retrait. Et dans un pays marqué par des décennies d'instabilité, le retrait devient souvent une forme de complicité passive. C'est là que le dilemme s'impose. Si ces mesures sont acceptées, la sécurité devient la nouvelle normalité. Un État plus fermé, mais plus résilient, une souveraineté protégée au prix d'une liberté compressée. Si elles sont rejetées, le système se fragilise, les failles réapparaissent, les acteurs hostiles retrouvent de l'espace. Le risque de chute redevient réel. Et si le pays reste silencieux, le danger est plus insidieux encore. Le récit extérieur s'impose, l'isolement s'accentue, et l'histoire se répète. À ce stade, il ne s'agit plus de Traoré en tant qu'homme, il s'agit d'un précédent. Peut-on, en Afrique, rompre avec l'ordre établi sans être immédiatement criminalisé? 3S. Peut-on construire une souveraineté sans passer pour une menace? 3S. Ce qui se joue ici dépasse un mandat, cela touche à une possibilité. Et c'est précisément pour cela que la pression ne faiblit pas, parce qu'une fois qu'une possibilité existe, elle devient contagieuse à mesure que la pression s'intensifie. Un déplacement s'opère, le centre de gravité n'est plus Traoré. C'est le système qui l'a enclenché. Plus le récit extérieur insiste sur sa personne, plus la réalité intérieure révèle autre chose. À une architecture pensée pour survivre au-delà d'un homme. C'est là que le paradoxe apparaît. Ceux qui cherchent à l'abattre renforcent malgré eux la logique qu'ils dénoncent, car une fois que l'État est réorganisé autour de la vigilance, il ne revient pas spontanément à l'insouciance, les procédures restent, les réseaux demeurent, les réflexes s'installent. Ceux qui devaient protéger un président commencent à structurer un régime. Les alliés hésitants deviennent visibles, les oppositions ambiguës se clarifient, les acteurs régionaux prennent note. Dans l'alliance des États du Sahel, ce basculement est observé avec attention, non pas comme un modèle à copier, mais comme un test. Jusqu'où peut-on aller sans provoquer l'implosion? 3S, jusqu'où résister sans être isolé? 3S, Traoré n'est plus seulement un dirigeant sous pression, il est un signal. S'il tient, une voix existe. S'il tombe, le message est clair. C'est pourquoi la question de sa survie dépasse la sécurité immédiate, elle devient symbolique, comme autrefois avec Sankara. L'échec ne serait pas seulement politique, il serait narratif, il confirmerait une règle implicite. En Afrique, l'indépendance radicale est tolérée tant qu'elle échoue, mais l'histoire n'est pas encore écrite. Le système mis en place peut évoluer vers une stabilisation maîtrisée, ou il peut se figer.
enfermé dans sa propre logique défensive. Tout dépendra de la capacité à transformer la vigilance en institution durable et non en réflexe permanent. C'est ici que le temps devient un facteur stratégique. Chaque mois sans effondrement renforce la légitimité interne. Chaque attaque déjouée affaiblit le récit de l'inévitabilité. Chaque décision pèse plus lourd que la précédente. La marge d'erreur se réduit. Les choix deviennent irréversibles. Dit, ce moment n'exige pas l'adhésion aveugle, il exige la lucidité, parce qu'un pays qui refuse de penser ses propres contradictions laisse toujours d'autres le faire à sa place. Il reste toujours 3 issues, jamais une seule, et si cette trajectoire est acceptée, alors une nouvelle normalité s'installe. Un État plus dur, plus fermé, mais plus difficile à renverser. La souveraineté cesse d'être un slogan et devient une pratique quotidienne, exigeante, inconfortable. Le prix est clair. 2, c'est moins de souplesse, moins d'illusion, mais davantage de contrôle sur son propre destin. Si elle est rejetée, le système se fissure, les anciennes failles réapparaissent, les réseaux hostiles retrouvent de l'oxygène, et ce qui n'a pas été obtenu par la pression sécuritaire pourra être obtenu par l'usure, la division ou la manipulation du récit. Et puis il y a la 3e voie, la plus dangereuse, le silence, quand une société laisse d'autres définir son histoire. Elle abdique sans combattre, le récit extérieur devient interne, la normalisation s'opère, et un jour, la chute est présentée non pas comme une tragédie, mais comme une correction nécessaire. Ce qui se joue à Burkina Faso n'est pas un débat abstrait sur l'autorité ou la démocratie, c'est une question de temporalité. Faut-il d'abord survivre pour choisir ou choisir avant d'avoir sécurisé sa survie? 3i. Traoré n'est ni un sauveur, ni une solution miracle. Il est un moment, un point de tension où s'affrontent 2 visions irréconciliables. 2, celle d'une Afrique administrée de l'extérieur et celle d'une Afrique qui accepte le coût de son autonomie. Plus le temps passe, moins son nom importe. Plus le système qu'il a déclenché devient central, car si ce projet tient, il changera les règles, et dira s'il échoue, il servira d'avertissement. Dans les 2 cas, l'Afrique ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. La question n'est plus de savoir si Ibrahim Traoré est contestable. Tous les dirigeants le sont. La vraie question est plus inconfortable. 2. Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter? 5 ou à sacrifier? 5 pour que l'indépendance cesse d'être un mot et devienne une réalité. Et 3. À partir de là, chacun choisit. Penser, débattre ou détourner le regard. Mais une chose est certaine, 2, et ce moment ne s'effacera pas.